les gens, on va enchaîner sur notre avis sur le film Ni chaîne ni maître, qui a été réalisé par, je redis, Simon Moutaïrou, qu'on salue. Et on va regarder la bande-annonce tout de suite, juste pour qu'on voit un peu de quoi ça parle, un peu d'image pour qu'on se figure un peu. Et ensuite, on va en discuter. Voilà, qu'est-ce qu'on en a pensé, on a aimé, on n'a pas aimé, pourquoi on a aimé, pourquoi on n'a pas aimé. Voilà. On nous entend ? À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rond, il aura la troisième règle. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Reste ici! Hamgaman. Hamgaman Magan. Je cherche ma fille. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel. Les poules combo dur. Mon noppi sama loxo. C'est notre île, pas la vôtre. Alors, avant de vous demander ce que vous avez pensé du film, je vais vous demander est-ce que vous aviez des attentes avant d'aller le voir ? Quel était votre a priori en vous rendant dans la salle de cinéma ? Et est-ce que vous avez été de ce fait déçu ou au contraire content en voyant le film ? Et on accueille notre jeune Yazid, assistant de production, chargé de communication. L'homme à tout faire de PDH. Ouais. Le crack de PDH. Salut Yazid, ça va ? Salam, ça va. Ça va. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu C'est vrai que ça fait sur la perme. longtemps, ouais. Ouais, parce que c'est la première dans ce studio, je crois. t'as pris trop de responsabilités, tu peux plus. Voilà. Bon. Non, mais c'est super Yazid. En plus, t'as vu le film aussi parce que tu es un grand cinéphile. Donc, c'est vraiment super que tu sois là. Alors, vos a priori sur le film avant d'y aller ? Alors moi j'avais pas d'a priori, j'avais des attentes. J'espérais voir enfin un film français moderne qui prenait le sujet au sérieux. J'en ai pas vu comme ça depuis 2010 avec La Vénus Noire d'Abdiatif Kechiche, mais qui se déroule en France. Et il y avait Lucas Départ qui était bon, là, une sombre bouse. On va revenir, je pense, ouais. Donc j'attendais voilà, voir un film qui va être à la fois éducatif pour les gens qui connaissent pas cette période-là, et notamment à l'île Maurice, et un film aussi qui allait raconter une belle histoire, parce que c'est pas tout de juste montrer des corps qui souffrent. Je veux dire, c'est pas ça qui est intéressant, c'est aussi de faire un objet cinématographique qui raconte une histoire. Et voilà, donc c'est ce que j'attendais en y allant. Merci beaucoup. Sabrina ? Moi, je dirais l'attente que j'avais le plus, c'est que j'ai été contente de voir un film qui parle pas que de l'esclavage avec des noirs qui souffrent, qu'on voit se faire fouetter, etc. Là, c'est un film sur la résistance en fait à l'ordre colonial. Ça, on l'attend, ouais. Voilà. Et ça, c'est pas si courant que ça. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure, même dans les livres d'histoire ou dans la culture en général, ou même en politique. Souvent, quand on voit les esclaves, ils sont dans des situations de soumission. Et là, c'est vraiment, c'est l'histoire en fait on le voit par exemple avec le personnage principal qui est Massamba, qui est au départ, c'est un contremaître quand on le voit dans la plantation. C'est un peu c'est le larbin du maître de la plantation. Et puis il devient un homme libre et qui prend conscience des choses. Et il y a ce cheminement. Il y a la mère aussi. Qui, elle, c'est un personnage qui flotte sur le film. Ah oui, on spoil carrément et tout. Ouais, vas-y, moi je suis prêt. Franchement, attention, vas-y, on va le dire. Attention, spoiler, parce que je veux pas que. En fait, c'est la première scène du film. C'est la première scène du film. On voit une femme qui refuse de devenir esclave et qui préfère se tuer dans le bateau plutôt que de devenir esclave. Donc, c'est aussi le thème du film. C'est pas vraiment du spoil. C'est l'histoire même, en fait, de ces gens, de ces marrons qui ont refusé d'être esclaves. Donc, il y a zéro spoil.
hein, ou alors vous connaissez pas du tout l'histoire, les gars. Mais alors, pour Aïe, le aïe, pitch, aïe. que je demandais le pitch, en gros, on est en 1759, ouais, sur l'île de France, donc l'ancien nom de l'île Maurice. C'est ça, l'île Maurice. Voilà, et on suit l'histoire de Massamba, appelé sur la plantation Cicéron, et de sa fille Mati. Et en fait, il va se passer quelque chose sur la plantation qui va faire que Mati va fuir, et va donc marronner. Pour aller retrouver quelque chose, je ne vais pas trop en dire, un endroit. Et en fait, on va envoyer à sa poursuite une chasseuse d'esclaves qu'on voit, c'est Camille Cotin. Et le père, en fait, parce qu'il sait ce qui va arriver à sa fille si on la retrouve. Donc en fait, lui, il fuit aussi, mais pour la retrouver. D'accord. Ok. Et donc, en fait, l'histoire, c'est un père qui est à la recherche de sa fille, avec qui d'ailleurs il a des relations compliquées. D'accord. Voilà. Très bien. Yazid? Très bien raconté. Ce que je pensais du film avant, Ouais. Un peu comme tout le monde, sachant que le dernier film sur l'esclavage en France, donc, qui a fait parler de lui, je pense, c'est Casse Départ, qui était, comme tu as dit, une honte. Hein. Et c'était un peu une sorte de... Dans le cinéma français, il n'y a pas eu trop de films qui prend à bras-le-corps la question de l'esclavage. Dans le cinéma américain, il y en a plein. Denzel Washington. Voilà, il y en a une centaine, quoi. Et donc, 12 Years a Slave. voilà, et Ouais. du coup, bon, on peut penser ce que tu veux de la société américaine, mais en Alors, tout cas, ils ont traité le sujet au cinéma, quoi. Oui, en même temps, ce sera à décrypter parce que c'est une façon aussi d'exorciser les démons. Souvent, la façon dont les Américains traitent de l'esclavage. Hein. C'est comme pour le Vietnam. Ouais. C'est pas forcément traité de la façon qu'il faudrait. Enfin, Bon, en tout cas, il y avait quand même un point de gêne dans le cinéma français à traiter cette la France, question-là. c'est le déni total. Et il a fallu du coup un réalisateur noir pour le faire. Donc, C'est ça. Et il y a eu des films. Comment? Ah, micro pas branché. Il y a eu des films sur le sujet, notamment Passage du milieu en 2001 de Guy Deslauriers, mais qui se concentre sur la traversée en bateau. Ouais. Donc en plus c'est une coproduction française, italienne, brésilienne. Donc la France n'a pas mis toutes les billes dans le projet. Il y a eu, donc j'ai dit Vénus Noire. Il y a eu aussi 1802, l'épopée guadeloupéenne, qui est un petit projet, qui avait beaucoup d'ambition mais pas beaucoup d'argent, qui est disponible sur YouTube et qui raconte la guerre de 1802, quand les troupes napoléoniennes de Richepense arrivent en Guadeloupe et que la résistance de Ignace Delgrès avec Solitude, etc. Solitude, exactement. Ouais. Voilà. Donc il y a eu des choses, mais avec ce budget, parce que c'est 8 millions de budget quand même, le film. Ouais. C'est un petit budget, mais c'est un gros budget quand même pour ce type de film. Et on voit quand même l'ambition du projet quand on va le voir au cinéma. Mais ouais, ce que je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur le côté de la résistance, ça je trouve ça intéressant sur le temps que ça prend entre le moment où c'est travaillé par les historiens, c'est-à-dire qu'il y a eu de la résistance pendant l'esclavage, et le moment où ça va être connu par le grand public. C'est-à-dire que moi, le fait qu'il y ait eu de la résistance dans l'esclavage, je l'ai appris tard dans mes études. Ouais. Par exemple. Ah ouais? Tu vois, ouais, plutôt tard. Parce que nous, on a grandi, en Guadeloupe, on grandit avec ces trucs-là, donc on se rend compte quand. Ah ouais, en France métropolitaine. Le marronnage, vous nous, on apprend, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Attends, laisse-moi terminer. Ce que je te disais tout à l'heure en coulisses. Nous, on nous apprend ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Ouais, ça, on nous apprend ça vite fait. On est un peu gêné parce que c'est un peu gênant. Mais c'est encore le cas, Mariam. Hein. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord sur quoi? Bah non, je connais bien les programmes, c'est pas vrai. Enfin, à moi avec les profs qui n'ont pas fait leur boulot, mais je suis formel. En quatrième, on enseigne comment. Il y a la traite, ce qu'on appelle la traite atlantique, hein, et n'importe quel enseignant parle aussi du marronnage. Non, alors vous avez des enseignants, oui, mais tous les enseignants que j'ai connus, enfin les collègues, hein, tout le monde parlait effectivement de la résistance, ou sinon... j'en ai aucun souvenir. Non, je te jure, moi je me souviens très bien de mes cours sur ça. Après, on peut aussi dire que les programmes d'histoire géo, ils sont surchargés, donc ils font souvent du tri, faut vite passer sur l'esclavage. C'est grave dans ce cas, effectivement. Et puis parler du marronnage dans la rue à des gens, enfin dans la vie de tous les jours, il y a plein de gens qui sont pas au courant. Il y a qu'à voir la réception du film. Il y a plein de Noirs qui ne savaient même pas que cette histoire, elle avait existé. Et même toi, tu voulais pas spoiler tout à l'heure. Voilà, ils en ont aucun souvenir dans le chat aussi. Non, c'est-à-dire, pas souvenir de quoi? Je comprends pas de marronnage. Oui, qu'il y a eu des marrons qui se sont échappés des plantations. Ils sont devenus marrons une fois qu'ils s'échappent. Qui ont créé des petites communautés, est-ce qu'on peut appeler ça des villages ou je ne sais pas, des communautés autonomes autour et qui non seulement étaient en défense vis-à-vis des Blancs, mais qui aussi s'organisaient pour aller tuer des maîtres, dans des colons, dans les habitations. Et ça, dans le film, c'est un peu un regret que j'ai. On ne le voit pas trop. C'est un petit peu. Moi, je voulais qu'on voit. Tu sais, je voulais, parce que quand tu vois un film comme ça, t'es obligé de penser à Fanon. Je voulais qu'on voit la violence des colonisés. Ah, oui. Et là, on voit beaucoup la violence des colons, des esclavagistes, mais on ne voit pas comment. On la voit un peu.
On la voit un peu, mais à un moment. on sent que d'ailleurs, le moi, réalisateur, c'est ce qui m'a gêné sur la fin. en sorte que ce soit furtif, tu vois, pour quand même garder cette image de il y a les victimes et puis il y a les bourreaux, bon, ce qui est une réalité, si tu veux, historique. Mais on aurait pu rentrer plus dans les subtilités parce qu'il a choisi ce sujet des marrons. Alors va jusqu'au bout, j'ai envie de lui dire, mec, va jusqu'au bout et montre-nous comment ils deviennent violents et même plus que violents. Vous savez, c'est la phrase de Fanon là que tu connais bien aussi, qu'on connaît tous. Juste, je termine ce que je voulais dire tout à l'heure et ensuite je vous laisse continuer. Ouais, vas-y. Ouais. Non, il y a un temps de décalage entre ce qu'on découvre dans l'histoire et le moment où ça devient grand public, notamment à travers le cinéma ou à travers l'enseignement scolaire. Et moi, je trouve que les Américains, ils sont en avance par rapport à nous. Et ça, je l'ai senti, moi, ces dernières années, avec notamment beaucoup de séries qui traitent, justement, je sais pas si vous connaissez sur Prime Video, moi, j'avais vu une série qui s'appelle Underground Railroad, qui parle justement de ce réseau d'aide aux fugitifs, avec vraiment un chemin de fer. Avec vraiment l'histoire du chemin de fer vraiment qui a été construit aux États-Unis, où moi, c'est vrai que je ne connaissais pas cette histoire et j'ai l'impression que ces dernières années, en tout cas pour ma génération, c'est une histoire dont on parle un peu plus et qu'on voit dans les séries, dans les films, etc. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu... dis-le dans le micro par contre. Et reprenez sur ce que vous disiez, je voulais juste dire ça. Il y a eu une dépression. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il fut un temps où ces choses étaient vraiment très connues. Et il y a eu une perte de la mémoire collective, mais je suis sérieux. Dans les années 70-80, c'est des choses qui étaient assez connues. Ah ouais, c'est intéressant. Mais absolument, oui, absolument. Je veux dire, et c'est incroyable. Alors, ça veut dire que les mémoires, si elles ne sont pas entretenues, elles disparaissent. Je peux vous dire une chose, c'est que ce que Sandy, il y avait un film qui à l'époque qui avait été interprété par Marlon Brando d'ailleurs, sur Haïti, Quemada, qui est extraordinaire. Notez-le quelque part, mais si vous pouvez le voir avec Marlon Brando, qui raconte en gros la révolte d'Haïti. Mais il y avait aussi une adaptation du roman de Prosper Mérimée que je ne saurais trop vous recommander, qui s'appelle Tamango, qui est extraordinaire. C'est une nouvelle qui raconte justement la révolte d'Africains qu'on emmène aux Amériques et qui se révoltent sur le navire. Comme Amistad. Exactement. D'ailleurs, Amistad s'est inspiré de la nouvelle de Prosper Mérimée qui a été écrite au 19e. Et c'est extraordinaire. Donc c'est un jeune chef, un jeune roi qui organise la révolte sur un navire. Tamango, je vous raconte pas tout, mais vraiment lisez-le parce qu'il y a tout un suspense. Tamango, c'est extraordinaire. Donc il y a eu des choses comme ça. Et je suis étonné, effectivement, ce que vous me dites rejoint ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a eu une perte de la mémoire. C'est terrible ce truc. Alors le cinéma français, là-dessus, c'était... Mais parce qu'il y a cette c'est comme la question coloniale en général. Cette perte de la mémoire, elle vient aussi de quelque chose, c'est que depuis quelques années, il y a une petite musique, depuis je dirais une vingtaine d'années, de la non-repentance, réhabiliter l'histoire coloniale en disant que, comme a dit le nouveau ministre, on a Retailleau, il y a eu des moments noirs déjà avant le choix, et des moments et des belles histoires. Pas maintenant, il y a longtemps. Pas maintenant, c'est une interview qu'il avait fait. La colonisation, c'était peut-être des moments noirs, mais aussi des bienfaits. Des moments noirs. Non, il n'a pas dit bien fait, il a dit des belles choses et des mains tendues. Des mains tendues. J'ai lu surtout des mains coupées. C'est ça, c'était les mains coupées. Des mains tendues pour être coupées. Mais en fait, du coup, il y a ce truc qui tourne beaucoup et qui est répété par des gens parce qu'il y a ce truc de se dire, je vais pas me sentir coupable parce que finalement, c'est vrai, c'était aussi des belles histoires. Ils ont construit des routes, des hôpitaux, je veux dire, à un moment donné. Voilà. Donc il y a ce truc de. En plus, c'est pas ça le but du film de rendre coupables les blancs. En fait. Je pense qu'on ne peut pas parler d'esclavage sans parler de responsabilité, mais personne ne dit que Jean-Michel Ducoing c'est pas individuel, esclavagiste, tu vois. Mais on dit qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Et surtout c'est pas du tout pour une histoire de repentance, c'est eux qui ont inventé l'histoire de repentance. Personne n'avait jamais demandé de repentance. Ils l'ont inventé pour pouvoir mieux le dézinguer. Vous savez, vous prêtez à quelqu'un une pensée qu'il n'a jamais eue, pour mieux pouvoir le dézinguer. Et vous répondez à côté, en fait. Alors que c'est pour éviter le véritable propos. Non, c'est structurel. C'est d'expliquer comment cette traite atlantique est structurelle à la fondation du capitalisme. Et la prospérité que nous avons aujourd'hui dans ces pays-là, elle provient en grande partie de cette traite atlantique, pas uniquement de la colonisation, mais d'abord la traite atlantique qui a permis ce qu'on appelle l'accumulation primitive de capital. C'est terrible cette histoire de vouloir nier cela. Donc il est hors de question de culpabiliser les gens, mais de dire simplement sur quoi reposent les fondements de l'économie capitaliste de ce pays. Et pourtant, on a vu beaucoup de Noirs ou d'Arabes qui disaient c'est bon, encore un film là-dessus, on en a marre. Parce qu'en fait, c'est moi j'ai répondu à ça sur Twitter parce qu'il y avait en fait. Je pense que ce discours dont on parle, il a été aussi mis dans le cerveau de beaucoup de gens et les gens ont l'impression peut-être pas un besoin de respectabilité, je sais pas, il y a un truc de il faut que je montre que je suis au-dessus de ça, on n'est pas que des esclaves, on a d'autres choses, mais en fait c'est pas mettre les gens dans la position de victime que de parler d'une histoire. Ça rejoint ce que disait Sabrina tout à l'heure. C'est vrai que si on montrait vraiment l'histoire, eh bien par exemple il a existé des royaumes. Moi j'ai vu ça au Suriname, j'y suis allé il y a très très longtemps, j'ai vu un village
de fugitifs. Alors, marron vient de Cimarron, Oui, Cimarron. fugitif en espagnol. Hein. Et là-bas, on les appelle les Bushinige, au Suriname et en Guyane aussi, que je connais un peu. Et ils ont constitué des petits royaumes dans la forêt qui étaient extraordinaires. Ils se sont mêlés aux Indiens. Il y a eu des royaumes où ils se sont mêlés aux Indiens. Bon, c'est les Saramacas en Guyane, c'est les Boni, c'est les Saramacas. Et puis au Suriname, ce sont les Bushinige. Et c'est extraordinaire parce que j'ai vu ce village où je suis allé avec des canons qui avaient été pris au blanc et le village était complètement fortifié et les gens parlaient encore les langues africaines du XVIIIe siècle. C'était incroyable. Ils avaient réussi à fuir dès le début, donc il y a eu toute une richesse culturelle, etc. C'était pas du tout que des victimes. Hein. Et d'ailleurs, à tel point que même en Guyane, les Blancs ont été obligés de faire un traité avec eux pour calmer le jeu. Hein. Non, et ça, malheureusement, c'est montré. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est le fait de les montrer en permanence comme des victimes. Alors, ça, c'est quelque chose de problématique. Mais moi, je pense c'est une histoire qui est riche, qui est grandiose, qui est... Je pense pas que le film fait ça. Parce que... Moi, j'ai pas vu le film. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en Guadeloupe aussi, on a eu ça, notamment ce qu'on appelle le camp des Keller. Donc, ce sont des esclavisés qui, en fait, suite à un naufrage de bateau, ont fui et sont montés dans les montagnes et ont construit une ville fortifiée aussi, pareil. Et à l'intérieur, ils ont monté une sorte de république avec même un système, je dirais pas d'élection, mais un système, une sorte de démocratie un peu, à leur échelle, quoi. Et ils faisaient tellement peur aux maîtres parce qu'ils descendaient dans les plantations, ils les tuaient, ils volaient des trucs, ils libéraient des esclaves, etc. Et pareil, il y a des extraits de lettres qui s'envoient. Ils appellent les killers. C'est devenu le camp des killers, puis le camp des Keller. Et en fait, ils les décimaient, quoi. Mais c'est intéressant. Et moi, je voudrais vous demander aussi sur le film. Ça rejoint un peu l'appréhension qu'ont les gens, ce qu'on disait tout à l'heure en coulisses. J'ai l'impression que les gens ont un a priori sur le film, ils disent je veux pas encore être montré négativement en victime et tout, mais justement parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas été confrontés à l'objet culturel. Et tu sais, souvent t'as un a priori, tu te dis je veux pas me voir comme ça. Et au final, par la sensibilité du film, par la manière dont le scénario est raconté, dont l'histoire est racontée, quelque chose qui est négatif, voilà, la réalisation, tu peux être touché au final, te dire au final j'ai grave kiffé ce film, même si l'histoire peut être a priori négative entre guillemets, tu peux dire au final j'ai trop kiffé le film. Et aussi sur les gens qui disent mais encore un film, oui, mais là c'est un film français. En fait. C'est ça, je comprends encore un film d'un point de vue américain, mais là c'est un film français, tu vois. Et autre chose, forcément ça fait écho à une histoire douloureuse, donc ça je trouve que c'est normal et c'est même un peu sain le fait que ça rebute les gens. C'est normal que ce soit douloureux de parler de l'esclavage ou de la colonisation. Alors là faut pas faire que genre ça nous touche pas, on est en mode hors sol et tout. Puis si on prend l'argent de Bolloré pour le faire, c'est tant mieux. Oui, c'est vrai que c'est financé par Canal+. Franchement. C'est financé par Canal+. Il disait que Samora tout à l'heure que d'ailleurs le réalisateur recevait des pressions, tu disais, non, en fait, on en discutait un peu et en fait il se préparait un peu à ça, c'est-à-dire commencer à avoir des commentaires de gens qui disent pourquoi est-ce qu'on fait des films là-dessus, le fameux truc de la traite à la robe musulmane, il n'y a pas de film dessus, nanana. Comme pour Tirailleurs. Alors ça, argument. Pour Tirailleurs, il y avait le genre de, tu sais, il était descendu dans les critiques Allociné dès le premier jour. Et review bombing, comme on appelle. Ouais, voilà, c'est ça, review bomb. Donc, pour le film Tirailleurs avec Omar Sy. Donc en discutant avec Simon Moutaherou, il se préparait aussi beaucoup à ça, à se dire peut-être que ça va être un film qui peut... Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tombé là-dedans, finalement. Il y a des trucs. Enfin, on en a un peu parlé et tout, mais bon, j'ai pas trop raconté des trucs qui me off, mais il y a des trucs. Ouais. Au-delà du côté un peu froid politique, dans l'histoire, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez trouvé malin dans la façon de raconter l'esclavage en fait, moi, le film, il montre plein de trucs qui sont pas montrés dans d'autres films. Bon, déjà, la résistance noire. Franchement, il y a pas... dans un film français à aussi gros budget, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Il pointe directement la responsabilité de l'État en disant que en fait, c'est le roi qui finance tout ça et qu'en fait c'est des concessions, c'est pas juste les propriétaires, etc. Donc ils disent bien ça. J'ai l'impression que la personnage féminine, la personnage de Madame la Victoire là. Oui. Moi je me demande est-ce que c'est pas une attaque contre le féminisme Ah non, parce elle a vraiment existé, mais je veux dire parce que j'ai entendu une interview du réalisateur qui disait c'est bizarre parce qu'elle s'est libérée d'une oppression qui était le mariage patriarcal et en fait elle va reproduire ça. C'est la première femme qui a divorcé de... Voilà, c'est ça. Et du coup on connaît un peu les ambiances racistes qu'il y avait dans les mouvements féministes Ah d'accord. Tu vois, je sais pas si ça a été... moi je pense qu'il a essayé de le glisser là-dedans. Je trouve que c'est malin. En tout cas voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont dans le film et dans un film de survival comme ça, je trouve ça cool. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé dans le film, ce que je trouvais malin, c'est déjà donc le film il se déroule dans 3 environnements. Le premier c'est la plantation.
Ensuite, c'est tout un passage forêt, quoi. Et ensuite, il y a un autre endroit donc, qui est un peu spoiler, mais qui est l'endroit de fin où il y a la conclusion. Et j'ai trouvé qu'ils avaient peu de budget pour pouvoir montrer la société esclavagiste, du coup. Mais ils ont réussi avec là où le film devient un peu fantastique, presque quasi fantastique, des rencontres fortuites dans la forêt avec des personnages qui racontent un bout de leur histoire et tout. Et donc on a finalement cette histoire de la société esclavagiste à travers des petites scénettes de rencontres dans la forêt. Et je trouvais ça plutôt malin pour jouer un peu justement avec les manques. Et puis ce que j'ai aussi adoré, c'est que le film a été fait en 100% en décor naturel. Ah, trop bien, ouais. Et donc du coup il y a des plans... laisse tomber, quoi. T'es là, tu te dis mais j'ai envie d'aller à l'île Maurice après, donc je sais pas si c'était le but du film. C'est peut-être pas le but. Mais franchement j'étais là. Le soft power de l'île Maurice. Ouais, non mais franchement il y a des plans, notamment à un moment donné ils arrivent, donc en fait il y a une montagne qui est au loin et ils arrivent dans une grande plaine et tout. Et je sais pas, là, quand ils sortent de la forêt pour arriver dans cette grande plaine, il y a t'as l'impression d'être avalé par le truc. Et moi j'étais hyper impressionné par le visuel, quoi, aussi. Ouais. Ok. Mais il y avait un truc bien dans toutes les rencontres que tu dis, c'est qu'à chaque fois il arrive à glisser un élément historique. Et par exemple, le militaire là, en fait, il te montre que, en fait, même le personnage de Mambasa à Cicéron, Massamba. Pardon, excuse-moi. Ah, bravo, Yassine. Mambasa, c'est une ville au Kenya. Excuse-moi, pardon. Et il t'arrive à te montrer qu'en fait, il n'y a aucune négociation possible avec les Blancs, quoi. Parce que lui, il essaye de jouer à chaque fois. Bon, en fait, je vais me mettre bien, je vais essayer d'être l'intermédiaire gentil. En fait, non, il finit par te trahir à chaque fois parce que ses intérêts sont. C'est ça. Mais d'ailleurs, le moment où le tournant, on peut spoiler ou pas du coup? Moi je pense qu'on peut spoiler. Oui, on l'a dit. Ouais. Le moment un peu tournant du film, où il y a l'urgence, où Mati doit partir. Mais gentil spoil parce que moi j'ai pas vu. Ouais, d'accord. Un gentil spoil. En fait, tu vois qu'il a quand même une position au sein de la plantation, où tu dis il est quand même protégé. Et il a suffi d'un mauvais regard pour qu'on lui retire tous les trucs et tout machin, et puis ta fille elle va rentrer chez moi, et puis bon voilà. Tu te dis en fait on est vraiment sur un truc, c'est même pas de la haine qu'il avait envers lui, c'est-à-dire que c'est un objet. Ouais, c'est un meuble, hein, le gars. Donc je le prends là, je le bouge là. Et c'est pire qu'une bête, quoi. Ouais, voilà, tu sens qu'il le considère moins qu'une bête. Du terme, c'était des biens meubles, vous savez, dans le code noir. C'était consigné comme ça, le code noir de Colbert, etc. C'était des biens meubles. Donc il le récite, le code noir dans le film. Bon, et sinon, pour être un peu nuancé, est-ce que vous aurez des critiques à faire sur le moi film? j'ai une petite critique, mais on peut peut-être en discuter 2 secondes. À chaque fois qu'il y a un film sur l'esclavage, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une constante. Je parle des films gros budget, je parle pas des petits films d'arrêt d'essai. Il y a ce blanc. Ce bon blanc, on a parlé tout à l'heure, qui est esclavagiste, mais pas trop. Un petit peu le blanc, touche pas à mon esclave. Et là, il est dans le film, c'est le fils. D'ailleurs, c'est le seul qui se fait buter. Le fils, de l'héritier de la plantation. Et c'était un peu genre Jean Moulin de la canne à sucre, quoi. Peut-être pas jusque-là quand même. Tu peux les frapper, mais les viole pas quand même, parce que quand même là, il faut qu'ils gardent leur honneur. Enfin, voilà, il y a ce mec-là, et vraiment, tu sens qu'il répond à une fonction. C'est le PS de l'époque. Mais ça touche pas à mon esclave, c'est ça. Et tu sens qu'il répond à cette fonction du spectateur blanc européen ou américain qui a besoin de se dire bon, moi j'aurais été lui, quoi. J'aurais été ce bon blanc, ce bon juste. Parce que moi je ne suis pas. Ils ont besoin d'avoir de l'espoir. Je suis pas un pourri. Not all white people. Voilà, not all white people. Et on a besoin de s'identifier à ce mec-là. Et si j'avais le réalisateur en face de moi, qui a l'air d'être un mec super intelligent et construit politiquement, je dirais mais pourquoi tu l'as mis dans ce film? Alors certes, bon, on a spoilé, il se fait buter assez facilement. Mais pourquoi vous mettez toujours ce blanc alors qu'à l'échelle de l'histoire? Mais c'est le dispositif cinématographique, et justement là, c'est là où on a affaire à c'est là où on a affaire au cinéma bourgeois, je dirais impérialiste même, qui effectivement est prêt à parler de cela, mais avec toujours la bouée de sauvetage. Après, je sais pas si c'est pas des contraintes du système. Comment? C'est peut-être pas c'est des contraintes telles qu'il a eu au scénario à l'écriture. Alors justement, politique alors. Mais alors. Pour l'avance sur recette, voilà, pour pas qu'on soit accusé de faire un film manichéen, vous savez, c'est le terme, manichéen, etc., sans nuance, etc. Il y a toute une collection de termes comme ça qui permettent de discréditer, et sans doute que c'est à la fois les deux. Il y a une autodiscipline, une sorte d'autodiscipline qui va faire que pour surmonter les écueils du CNC, de l'avance sur recette, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, avant c'était le CNC, Centre national du cinéma, qui donne l'argent, eh bien, les réalisateurs eux-mêmes vont introduire ce genre de personnage qui permet de dire non, vous voyez, c'est nuancé, ils n'étaient pas tous pareils, etc. Et effectivement, dans tous les films,
tous les films, on a cela, sauf dans certains qui sont des films auto-réalisés, etc. Mais oui, et ça fait partie du dispositif. Le système tient à ne pas s'auto-condamner. Après, là où je vais peut-être nuancer, c'est que ce personnage-là, je pense que le film est conscient que ce personnage existe et règle son cas assez rapidement dans l'histoire. Donc pour moi, à partir du moment où ce personnage, son cas est réglé, on passe à autre chose. Et en fait, peut-être qu'on te fait croire... Peut-être que en fait, tu vas avoir le gentil, le Victor Schellcher voilà, du film et tout. Et puis en fait, au bout d'un moment, en plus, il meurt pas n'importe comment. On dit pas, mais il meurt d'une façon effectivement qui va dans ton sens. On se dit peut-être que finalement, ce personnage qui lave la bonne conscience des Blancs, finalement. Parce qu'au final, il va beau être la bonne conscience des Blancs, il va avec les chasseurs d'esclaves pour aller récupérer. Voilà. Je suis sûr que c'est pour tempérer leur violence. Oui, c'est un peu ça en plus, par contre. On a dit, on frappait pas la tête. Mais je trouve que c'est là où le cinéma des fois peut pécher, et c'est quand on remarque qu'il y a une intention politique qui est un peu calquée, mais de façon un peu trop brute. Pourquoi je te dis ça? Parce que je trouve ça extraordinaire quand dans le cinéma, ou même dans d'autres formes artistiques, je pense, que je consomme moins, on est capable de construire des méchants intéressants ou des gentils intéressants, mais c'est-à-dire que ça va être des personnages absolument complexes qui font que ça va pas être juste le truc binaire de là il joue le rôle du gentil blanc. Moi j'aime bien quand il y a des films où t'es en mode je sais pas exactement quel rôle il joue, mais c'est extraordinaire. Et je pense à des rôles qu'ont pu jouer DiCaprio ou même Denzel Washington dans le film Training Day. Vous voyez, où il joue un flic. Et c'est un de mes films préférés de tout le temps parce que je trouve que le personnage est ultra bien construit. On l'adore alors que c'est un bâtard. Mais c'est une construction qui arrive petit à petit aussi. Je veux dire, c'est bien fait, tu vois. C'est pas le truc un peu. Parce que là, de ce que vous me dites, j'ai l'impression que c'est le truc un peu brut. Genre, il joue le rôle. Oui, bon, après, les esclavagistes, c'est des salopards. C'est un peu comme le jouer le suspect. Là, pour le coup, on va pas faire croire qu'ils sont sympas. Dans le jouer le suspect, c'est un peu ça aussi. Ouais. Kenzer Saucé. Ouais, si tu oui. Donc c'est là où je trouve que l'art peut être beaucoup plus efficace qu'un truc politique et où des fois il peut ne pas l'être parce qu'il se trouve un peu ratatiné par le truc manichéen, même dans l'autre, parce que si tu me mets juste un blanc méchant esclavagiste ultra méchant aussi, si c'est mal fait, je vais aussi te dire que c'est de la merde. Si le personnage est mal construit, je vais dire que c'est pas très intéressant en fait. Tu vois. En fait, moi, ce que j'ai aimé aussi, donc avec Madame la Victoire, donc qui est Camille Cotin, d'ailleurs qui a accepté de participer au film, qui a soutenu le film, qui a vraiment permis avec son aura de lui donner une existence déjà. C'est un personnage qui est vraiment détestable. Moi, j'ai détesté dans tout le film. Et en même temps, ce truc de mais vous avez vécu ça. Par le patriarcat et finalement vous retournez et vous allez quand même oppresser les esclaves et tout. J'ai trouvé que c'était intéressant de... Alors moi j'ai pas vu cette lecture que tu avais, mais elle est intéressante de ouf. Et j'ai trouvé ça intéressant que même des gens qui vivent des oppressions ne se rendent pas compte n'ont pas l'impression de faire vivre ça à d'autres gens parce qu'ils les considèrent pas comme des gens. Ils sont dans un système, donc finalement ils suivent les intérêts. Ils vont pas carrément trahir leur classe, leur race jusqu'à là, tu vois. Donc moi j'ai trouvé ça très malin de sa part de l'avoir mis. C'est toujours le même problème. Julie, le système tient toujours à se sauver. Et d'ailleurs, c'est l'actualité. Le système est toujours en fait en place. On le voit avec les événements de Martinique aujourd'hui ou les événements de Canary. Et on va faire la transition sur ça. Sauf si vous avez autre chose à ajouter sur le film, on va parler de la Martinique. Moi, j'avais un dernier truc sur le film. Justement, niveau promo, c'est un peu compliqué. J'ai pas du tout de billes dans le film ou quoi que ce soit. Juste moi, quand j'y étais, j'étais à l'avant-première et tout. Et j'ai senti que dans la salle, il s'est passé quelque chose. Genre à la fin du film, on a eu 10 minutes d'applaudissements et tout. Ouais, quand même. Il y avait Kerry James d'ailleurs dans la salle, il y avait plein de gens. C'est cool. Et mais on s'est dit, il faut que ça tourne. Et en fait, niveau promo, on sent qu'il n'y a pas non plus. C'est pas un film qui aura une très grosse promo comme Astérix ou quoi. C'est un petit budget, 8 millions. 8 millions. Ah ouais. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, ce que je dirais aux gens, c'est faites-vous votre avis en tout cas, allez le voir, et puis ça permettrait qu'il y ait peut-être d'autres films qui parleraient d'autres sujets sur la période et tout. Et je pense que ça ouvre la voie aussi à des réalisateurs ou à des acteurs noirs qui voudraient jouer dans ce type de film aussi, parce que pourquoi je dis ça, j'ai l'impression que peut-être qu'on sort un peu du truc où c'est Omar Sy ou rien. J'ai l'impression que tous les gros films politiques sur les noirs, c'est Omar Sy qui doit le porter, et j'aime beaucoup Omar Sy. Je trouve que Tirailleurs c'était très bien. Je trouve que Tirailleurs c'est très bien, mais je trouve ça cool justement qu'il ait pu jouer ce rôle-là de ouvrir la voie à d'autres films peut-être plus radicaux, peut-être avec d'autres personnalités qui puissent émerger justement dans
ce cinéma-là qui peut être un petit peu politique, historique, critique, etc. Tout en étant très intéressant, tu vois. Mais d'ailleurs, quelque chose qui est hyper bien dans le film, c'est que les personnages parlent leur langue, ils parlent Wolof. C'est ça. Le film est quasiment 100%. Enfin, il y a les gens qui parlent français, mais 80% du film est en Wolof. D'accord, ok. Bah ça, c'est un truc hyper rare, je trouve. Dans Tirailleurs aussi, il parlait. Ouais, dans Tirailleurs, c'est encore. Enfin, dans Tirailleurs, c'était une autre langue, je sais plus. C'était Peul, le Poulard. Le Peul, ouais, c'était le Peul, ouais, c'est ça. Mais vu que les soldats viennent de différents pays, en fait. Comme les esclaves, quoi. Qui parlent différentes langues. Oui, à la toute fin, c'était bien, ça aussi. Ouais, on voit qu'ils ne parlaient pas la même langue. C'était super. Dans quoi Dans Ni chaîne ni maître. Ouais, il y a une évolution là-dessus, c'est vrai. Merci beaucoup les amis. On enchaîne parce qu'on a un timing à tenir. On va parler de la vie chère en Martinique, des révoltes qu'il y a eu en Martinique et de comment est-ce qu'on peut analyser cette situation ici d'un point de vue où, c'est un peu comme souvent avec nos sujets, où on n'en parle pas trop dans les médias. J'en parlais tout à l'heure en coulisses avec les autres, c'est-à-dire que tu vois les émeutes qu'il y a eu suite à Naël, on en parle partout, ça arrête le pays, etc. Il y a eu un couvre-feu. Ouais, couvre-feu, actuellement dans le quartier de Martinique. Voilà, qui a été mis en place par le préfet en Martinique. On a aussi des déclarations du maire sur place qui interpelle, on est dans un moment où on n'a pas de gouvernement, qui interpelle comme mais à qui je m'adresse, réveillez-vous un petit peu, prenez au sérieux un peu ce qui se passe, juste au lieu de dire allez 2 minutes, il y a quelques révoltes et il y a 40% en plus sur les prix de... On envoie les CRS 8. 40% d'inflation. Non, 40%... 40% de différence entre les prix de l'alimentation en France, en métropole. En hexagone, ouais. En métropole, il faut dire ça, hexagone. Alors, c'était comme ça, c'est pas conjoncturel. Moi, j'ai vu ça en Guyane particulièrement. Ça a toujours été le cas. Exactement. Et donc, on a cette énorme problématique qui explose, qui monte, et qui, de temps en temps, effectivement, ça crée des révoltes où les gens sont vraiment en colère, et qui est très soutenu en plus. Des reportages que j'ai vus, j'ai regardé dans la rue les témoignages qui prenaient des gens, les gens soutiennent les révoltes, même si c'est un peu violent, parce qu'ils disent comment ne pas comprendre. Bien sûr. Comment ne pas comprendre. Le quotidien des gens, c'est-à-dire que c'est pour le coup des mouvements qui sont le reflet du quotidien vraiment concret des gens. Moi, j'étais en Guadeloupe là il y a un mois, je restais 2 mois là-bas, et j'y retourne tous les ans. J'essaie de faire des longs séjours, et franchement, les gens ne peuvent plus vivre. Déjà que quand j'étais plus jeune, c'était déjà le cas. Mais là, c'est abusé. C'est-à-dire que le salaire médian, il est 200-300 euros plus bas qu'ici. Les prix sont en écart de 40%. À côté de ça, tu as les problèmes qui existent déjà, donc d'eau, etc. Là, sûrement, il y a l'électricité aussi. C'est une galère parce qu'il y a des grèves et tout. La vie des gens, elle est trop impactée. Donc, au bout d'un moment, quand il y a des mouvements, quand il y a des gens qui prennent qui vont au front pour pouvoir défendre ces sujets-là, forcément ils sont soutenus. Oui, j'aime bien parce qu'on prend grave ça comme acquis, genre oui c'est comme ça, c'est juste parce que c'est loin, il y a le coût d'importation, donc c'est normal que ce soit plus cher et puis faites avec. À un moment c'est pas normal. Voilà, Sabrina. Justement, Mariam, tu disais au début, on ne parle de la Martinique que quand ça explose, on voit des incendies, comme la Kanaki, la Kanaki. Et c'est vrai, et là je trouve justement c'est l'occasion de revenir un peu sur les faits. Si là ça explose entre guillemets là, depuis le mois de septembre, c'est parce que il y a eu un mouvement, donc celui de la vie chère, contre la vie chère, qui avait demandé qui avait posé une deadline en fait au 1er septembre en disant au 1er septembre on veut avoir une transparence de la part de l'État sur pourquoi on doit payer notre pack d'eau 12 € et pas 2 €. Et l'État a répondu par le silence. Du coup, voilà, il y a eu des mobilisations, mais toujours très calmes, très pacifistes, surtout devant les hypermarchés, les supermarchés. Et il y a eu un jour apparemment particulier, je lisais un témoignage, où il y a eu une répression particulière, où des enfants ont été touchés, où des personnes âgées, des familles ont été touchées. Et là, ça a commencé à péter un peu plus. Voilà. Et de là... on commence à en parler. Mais il faut bien mettre sur le tapis qu'il y a des revendications qui ont été posées cet été avec vraiment des choses très très claires pour demander à l'État pourquoi en fait. Pourquoi on doit payer nos bananes plus chères que nous, les Français d'Hexagone, alors qu'elles sont produites à côté de chez nous. Voilà. Mais le truc aussi qui se passe, c'est que c'est pas une situation qui est nouvelle. En 2009 déjà, le LKP et l'ensemble des mouvements en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, il y avait eu des révoltes. Il y a eu une loi à l'époque, c'est ça ? Il y avait eu des accords binaux qui étaient censés donc augmenter les bas revenus de 200 € dans les petites entreprises et 300 € dans les entreprises de plus de 100 salariés, et ensuite faire un plafonnement des prix. C'était les prix LKP, on appelait ça. Force est de constater qu'à peine 3-4 ans après, c'était déjà
déjà du passé. On est revenu à la même situation qu'avant. Ça a repété. On a envoyé les CRS. Là, ça répète. En fait, on n'arrête pas de mettre un couvercle sur la situation, mais on ne règle pas ce problème qui est ce qu'on appelle la profitation chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un truc, à un moment donné, il y a le fret, ok, d'accord, mais il y a aussi les taxes, l'octroi de mer, qui est un impôt qui est certes important pour les collectivités, qui rapporte 1 milliard. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est que l'octroi de mer ? Alors, l'octroi de mer, c'est une taxe sur les produits d'importation qui existe depuis le XVIIe siècle, qui est donc purement époque coloniale, quoi, et qui aujourd'hui génère des fonds qui vont dans le fonctionnement des communes des DROM. Donc c'est un impôt, un impôt qui est important. Le problème, c'est que donc ça rajoute 10 à 30% sur les produits, les produits importés pour pouvoir favoriser aussi les produits locaux. Sauf que les gens qui font de l'artisanat ou des produits locaux, eux, quand ils font des courses, ils vont acheter des choses à Carrefour aussi. Donc pour que eux, leur niveau de vie puisse suivre, ils augmentent leur prix aussi des produits locaux. Donc en fait, c'est un truc un cercle vicieux. Et donc en fait, il y a une question sur est-ce que l'octroi de mer doit rester ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de financer les collectivités ? Et aussi, il y a un autre truc dont on parle pas. Vas-y. Non. Juste le dernier truc, parce que je parle beaucoup, pardon. Non, c'est très bien. Il faut expliger pourquoi est-ce qu'il y a ces écarts de prix là, parce que les gens comprennent pas forcément. Et l'autre truc dont on parle pas, qui est un peu l'éléphant au milieu de la pièce depuis toujours, c'est le monopole. Exactement. Il y a 3 groupes aujourd'hui. C'est le groupe Parfait, le groupe Des Pointes et le groupe GBH qui lui a 40% carrément de l'économie martiniquaise. Pour un petit territoire en plus. C'est ça qui est aussi surprenant, c'est pour un petit territoire aussi. Ouais. Et donc des familles qui sont là depuis très longtemps, les familles Becquet, etc. Donc en fait ils sont dans l'esclavagisme. Exactement. Voilà. Et donc aujourd'hui, ils font des marges incroyables parce qu'ils n'ont pas vraiment de concurrence. Ils font des marges incroyables sur la grande distribution. Donc tout ça mis bout à bout, on se retrouve avec un pack de lait à 12 €. Et en fait, les gens ne peuvent pas acheter des packs de PQ. Un pack d'eau, même un pack d'eau. Il y a plusieurs facteurs. Est-ce que je te laisse la parole, vas-y juste après. Est-ce que j'écoutais une émission où justement tu avais un représentant de Leclerc et un représentant de Carrefour, et il y avait d'autres intervenants, il y avait une députée NFP, etc. Et justement, eux ils disaient oui, mais c'est pas totalement de notre faute parce que justement c'est le fait qu'il y ait les frais de transport, il y a les frais de taxes, etc. Donc ils disaient en gros nous on se gave pas sur on se gave pas sur ça. Bon ça c'est voilà, je vous laisse ils font pas de profit d'ailleurs. Je vous laisse répondre à ça. Je vous laisse répondre à ça. Et aussi c'est des bons samaritains. Et aussi sur ce que tu disais sur les productions locales, justement ils expliquaient sur le plateau que le fait qu'il y ait ces oligopoles, quand il y a une production locale qui se développe, elle n'arrive pas à avoir du succès justement parce qu'il y a des oligopoles qui prennent tout le marché et qui se réaccaparent, qui rachètent tout de suite le truc. Donc finalement on a un problème de production locale aussi sur le terrain. Et juste vas-y Yazid. Moi c'est juste vite fait. En fait c'est vraiment la colonie française qui sous-développe la colonie, avec la métropole qui est surdéveloppée, qui importe son truc. C'est vraiment les mêmes schémas que... on est dans une économie coloniale. C'est vraiment ça. Donc c'est même pas étonnant. C'est-à-dire que la question n'est même pas de savoir s'il se gave ou pas. On est dans une économie coloniale. Et l'économie coloniale, le paradoxe... Comment on peut en sortir ? Mais l'économie coloniale qui est faite par des régimes qui se disent libéraux au plan économique. Mais il faut comprendre que l'impérialisme et le colonialisme n'appliquent même pas ces règles dans ces colonies. Parce que si les règles libérales étaient appliquées, eh bien... il n'y aurait pas de monopole déjà. Les Caraïbes, il n'y aurait pas de monopole. On aurait Walmart ou Walmart. Exactement. mais surtout, ils s'approvisionneraient sur le marché régional, dans les Caraïbes, etc. Plutôt que de faire venir. Non, mais c'est un truc de fou. On vous dit le fret. Mais pourquoi est-ce qu'on ne développe pas les relations Très bonne réponse. Et c'est pareil, bien sûr, c'est pareil pour la Kanaki, avec son environnement austral, etc. C'est pareil pour les Caraïbes, etc. Oui, parce que du coup, c'est-à-dire qu'il y a quand même des groupes là-bas qui font pression pour importer. Mais bien sûr. Et surtout. Mais bien sûr, parce que cette économie coloniale, elle rapporte cette histoire de fret. C'est un marché captif. C'est un marché captif, tout à fait, ce qu'on appelle un marché captif. Je vais poser les questions débiles. Oui. Continue. Ouais. Et donc du coup, c'est encore une économie coloniale. Ça dément complètement les prétentions et comment il y a une seule citoyenneté, etc. C'est du mensonge total. La preuve qu'il n'y a pas la même citoyenneté, c'est qu'effectivement, il n'y a même pas les mêmes prix. Donc ça commence bien par là, non ? Et comment est-ce qu'on peut faire perdurer cette illusion que les Caraïbes et la Kanaki sont des citoyens égaux à ceux de la métropole ? C'est absolument faux. Ils sont non seulement leur économie est captive, mais ils sont eux aussi captifs. C'est ça. Ils sont toujours captifs. Je me permets de poser des questions débiles. Ouais, vas-y, pardon. Et juste pour dire. Tu vas y arriver. Non, mais c'est bien. Je savais pas que tu n'avais pas terminé. Et juste pour dire, c'est que tu posais la question de comment en sortir.
en mettant fin au colonialisme. Personnellement, moi, je pense, il y a des mouvements indépendantistes, et alors à chaque fois, on fait peur aux indépendantistes en disant si jamais vous êtes indépendant, regardez, vous allez voir subir. Regardez Haïti, comment Haïti, toujours cette pauvre Haïti qu'on a écrasé, vraiment, c'est terrible. Jusqu'au bout, ils ont détruit ils l'ont détruit pour en faire le mauvais modèle, pour faire peur aux autres aussi. En oubliant que Haïti a dû rembourser la dette jusque dans les années 50-60, la fameuse dette pour la libération. Donc c'est absolument terrible, c'est ignoble. Donc on a affaire vraiment à une économie coloniale, et juste ce que je veux dire, c'est que peut-être, à mon avis, il y a une petite... il faut faire attention à quelque chose, c'est ne pas tout baser sur l'histoire économique. Parce que c'est pas qu'un problème économique. C'est historique aussi. Mais justement, c'est un problème politique. C'est une situation coloniale. C'est-à-dire que même si les prix étaient rétablis, ces pays-là n'ont pas leur souveraineté. Ce qu'ils demandent, c'est pas uniquement un problème alors évidemment, en plus, quand il y a une inégalité économique, mais il y a la question de la souveraineté. Ils sont pas capables de choisir. Ce sont des pays, des vrais pays avec leur culture, leur histoire, qui ne sont pas souverains. Donc on arrête de faire perdre des rues, cette illusion. Ce ne sont pas, moi je le dis franchement, je le dis parce que moi je soutiens les mouvements indépendantistes dans les Caraïbes. Ces gens-là ne sont pas des Français. Alors c'est pas faire insulte que dire cela. Mais c'est les Caraïbes. Ils ont leur identité et c'est une violence inouïe aujourd'hui que d'imposer la République française. S'ils l'acceptent, moi, il n'y a aucun souci. Mais on voit très bien comment sont faites les élections. Les élections, en quoi elles sont truquées ? On dit, regardez les indépendantistes, le score qu'ils font. Oui, mais une fois qu'on a rendu complètement captive cette économie, que cette économie, elle est sous perfusion en plus, qu'on empêche de développer les productions locales. En Guadeloupe, et en Martinique, il y avait eu des expériences de développer la culture du riz à nouveau, etc., des tas de choses. Pas uniquement la canne, pas uniquement tout cela, mais l'État français empêche absolument ces expériences d'économie ou de... regardez, et c'est ce qui fait qu'effectivement, on fait de telle sorte que les gens eux-mêmes aient peur de l'indépendance. En fait, moi, je suis d'une famille de militants indépendantistes, et un constat que mon père faisait là-dessus, c'est qu'en fait, on a rabougri l'imaginaire des populations locales sur ces questions. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout a été fait pour que le Guadeloupéen lambda, Martiniquais lambda, Guyanais lambda, etc., ne puisse pas s'imaginer dans une situation de non-appartenance à l'État français. Même s'il va voir les limites du fonctionnement du système, même s'il va voir les problèmes de prix, même s'il va voir tout ce dont on a parlé, eh bien, il va se dire, mais si jamais je quitte ce système-là, ça sera pire. Donc en fait, c'est pour ça que tu ne peux pas directement parler d'indépendantisme sur le territoire. Il faut d'abord passer par exposer le problème, poser les questions, créer le débat. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de créer ce débat ? C'est ça la question. Justement, les solutions qui sont proposées, je vais vous demander ce que vous en pensez, ça va être notamment le blocage des prix. Qu'est-ce que vous pensez déjà à la fin de la taxe de l'octroi de mer, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces solutions qui sont proposées justement pour... j'ai l'impression que ça ne va pas régler fondamentalement le problème, quoi. Ouais, parce que en fait, là, le combat contre la vie chère, ça vient se surajouter à d'autres combats qui sont menés avec des gens qui ont conscience qu'il y a un pouvoir central et qui a un pouvoir démesuré sur le territoire colonial, et que ce soit le pouvoir d'empoisonner avec le chlordécone, que ce soit le pouvoir d'asphyxier avec des prix exorbitants, le pouvoir de réprimer en envoyant, comme tu disais, les CRS 8, réprimer vivement avec dès qu'il y a un mouvement. Dès qu'il y a un mouvement, voilà, dès qu'il y a une oreille qui bouge, tu vois, et là, ça fait penser à la Kanaki, ça fait penser aussi aux Noirs et aux Arabes en France, où nous sommes, quand il y a des émeutes après la mort après un crime policier, par exemple la mort de Naël, par exemple, et c'est comme vous disiez, c'est un problème de continuum colonial. Il va pas se régler simplement en abaissant le prix d'un litre de lait. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais demain, vous savez quelle journée demain ? Demain, c'est le 24 septembre. C'est l'anniversaire de l'invasion de la Kanaki par la France. Et j'ai lu des infos qui disaient que demain ça va être tendu parce que il y a plus de gendarmes qui sont mis, je crois qu'il y a 5000 ou 6000 gendarmes, c'est plus 40% d'effectifs. Et je voyais aussi un historien qui disait qu'en Algérie c'était pareil, le 5 juillet sous la colonisation, il y avait voilà. Donc force au Kanak demain, force au Kanak demain. Et regardez la vidéo de Samir pour tout savoir sur la Kanaki. Samir.
Mais en tout cas, moi, je trouve que ce que le RPP-RAC, donc le mouvement actuellement qui aujourd'hui est en tête sur ces négociations, ce qu'ils font, je trouve ça super intéressant. Ils montrent aussi au peuple ce qui se passe. Ils vont dans les réunions, ils montrent qui sont les responsables. Ils font justement le travail de peut-être poser le contexte de domination qu'il y a. Ils vont dans les supermarchés, ils font des actions là-bas. Moi, je trouve que c'est la bonne manière de présenter la chose. Et je pense que ça va aussi arriver en Guadeloupe. Moi, je suis guadeloupéen. Et je pense que ça va déjà être un bon début pour pouvoir faire retourner un peu le truc et remettre en cause ces situations de monopole et d'abus. Il y a un rassemblement, il me montrait John à l'instant, il y a un rassemblement demain à Nation à 17h30, c'est ça ? Oui, 17h30. 17h30 à Nation en solidarité avec le peuple kanak. Ah, trop bien. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de voir. Merci Azil. Non, je pensais au fait que ça bougeait en Kanaki, ça bougeait dans les Caraïbes, ça bougeait en Palestine. C'est quand même intéressant de voir. Je dirais pas que c'est directement lié, mais je veux dire peut-être qu'il y a un mouvement d'entraînement international qui doit jouer là-dedans. Parce que par exemple les militants kanak, ils comprennent très bien ce qui se passe en Palestine. Je veux dire, c'est évident pour eux. On se reconnaît en fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que. Comment je peux dire ça ? À un moment donné, je me disais, en fait, c'est compliqué quand tu vois ce qui se passe en Palestine, demander aux gens de ne pas soutenir et de ne pas porter de ne pas faire de mouvement en soutien au peuple colonisé, parce que nous, on est des peuples colonisés. C'est ça, ouais. C'est compliqué de nous demander ça. Quand on voit des gens qui sont pas libres chez eux, des gens qui sont opprimés tous les jours, des gens qui se font tuer par milliers, etc., en fait, tu te dis, mais ça me rappelle vraiment beaucoup l'histoire en fait, de chez moi, en fait. Ouais. Et du coup, tu ne peux qu'être en empathie. Donc oui, quand on voit ça, forcément, ça fait réfléchir. Et je pense qu'il y a un soutien naturel, en fait, aux Antilles, en tout cas, pour cette question. Et est-ce que vous trouvez que nous, ici en métropole, on manque justement de soutien, là, en l'occurrence à la Martinique, dans le sens où on ne va pas forcément se mobiliser dessus. Bon, nous, on en parle un peu dans notre émission, mais voilà, quoi. Enfin, est-ce qu'il y a une déconnexion c'est un peu, comme d'habitude, mais il y a une déconnexion entre la métropole et les... C'est pire qu'une déconnexion. Les Français ont accepté le fait que ces peuples-là sont leur propriété. Et je dis bien tous les Français. Alors, avec quelques exceptions, mais même au niveau des partis politiques, c'est très compliqué. Ils ont totalement intégré le fait que et qu'on ne vienne pas raconter des légendes comme quoi. Mais non, ce sont nos concitoyens. C'est pas vrai, parce qu'il y a des législations d'exception dans ces régions. Toujours. Voilà, comment l'histoire des intoxications là. Le chlordécone. Et un non-lieu d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. En Guyane aussi, avec ces barrages absolument incroyables. Le fait que leur système d'eau est complètement pété. Bien sûr, je veux dire, il y a des choses qui ne seraient même pas admises ici au 10e, je veux dire. Donc on accepte que toutes ces choses se passent là-bas, et la répression qui a quand même été terrible, parce qu'elle est très ancienne, cette répression. Bien sûr, l'histoire de 67, la grande répression de 67 a été quelque chose d'épouvantable en Guadeloupe, et c'est resté dans les mémoires, mais voilà. Donc la plupart des Français acceptent cela. Mais même les partis à gauche, j'ai pas l'impression que c'est une question fondamentale pour. Il le lie avec le blocage des prix, etc. La FI quand même. Moi, je trouve que Mathilde Panot qui est partie faire un test des courses. Moi j'ai vu ça sur. Il y a Mathilde Panot, il y a Manon Aubry qui est allé. Oui, mais c'est la FI. Oui, la FI fait le taf, et puis bon, il y a le RN qui va à Mayotte. Bon, voilà, on va en parler de ça. Chacun son. Voilà. Je comprends toujours parfaitement. Je comprends en vrai, mais ça, voilà. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est que on a mis les Outre-mer dans la case exotisme vacances. Exactement. On a propagé une image de l'ultramarin qui était déprécié, qui était vu comme étant un petit peu qui passe son temps à danser, etc., à dormir, à boire du rhum, à danser et à dormir. Donc en fait, on nous prend pas au sérieux. Ce que je disais en off à Sabrina, c'est que parfois, j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des bouffons. Tu vois, vraiment, on n'est pas pris au sérieux. Ou alors, on est l'extrême inverse, c'est on est hyper violent. Soit on est des gens qui font la fête, le zouk, machin, soit c'est ils mettent le feu partout. Et en fait, on n'est pas pris comme des citoyens à part entière. Et j'ai un ami qui a cette phrase que j'adore, fait que on n'est pas des Français à part entière, mais des Français entièrement à part. C'est une longue expression, oui, mais tu sais que c'était exactement la même chose par rapport à l'Algérie à l'époque. Je veux dire, c'était exactement cela. Comment c'était des gens signifiants, des mendiants, etc., qui passaient leur temps à vivre au crochet de la France.
c'est la chose qu'on trouve. Et beaucoup Comme s'il n'y a pas de travail. Pensent que les Caraïbes vivent au crochet de la France. Ouais. Beaucoup pensent ça. Ils ne voient pas du tout aussi l'intérêt stratégique, parce que c'est ça aussi, on n'en a pas tellement parlé, mais c'est vraiment, comme pour les Kaneki, c'est vraiment l'intérêt stratégique qui est fondamental dans le fait que la France maintient... ils sont en position partout. Deuxième puissance maritime mondiale, 80% de la biodiversité. Et ça, à gauche, bon courage pour trouver des gens qui le critiquent, parce que même à la bien sûr, c'est quand même difficile. On va pas jeter la pierre sur les amis de la FI. Mais pour une fois, allez, pour une fois, Youssef. Non, comme on dit, on tire pas sur l'ambulance. Mais on laisse ça à Israël de tirer sur les ambulances. On en parle juste après. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est pas évident. En même temps, on peut les comprendre parce qu'on a un pays qui déjà, dans sa majorité, ne comprend même pas la situation économique des Caraïbes. Donc, si on commence à leur dire, il va y avoir cette phrase, ils veulent leur indépendance, qu'ils la prennent. Ils vont voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Évidemment, vous avez. Oui, comme ils le disent du 93 des fois. Prenez votre indépendance. C'est ça. Ça n'arrivera jamais. C'est ça, tu parles. Et dès l'instant, mais quand il y a un vrai mouvement indépendantiste, comment ils crient tous à la répression, ils soutiennent tous la répression. C'est très difficile parce qu'on a... par exemple, combien de Français sont émus par ces Kanaks qu'on assassine encore 2 cette semaine. Mais bien sûr, c'est absolument incroyable. Moi, concernant la répression, moi, j'ai fait un documentaire sur les années 80 justement, qui s'appelle Casse-Côte, qui parle de ce qu'on appelle l'ARC, l'Armée révolutionnaire Caraïbe, et qui comment ces gens-là, en fait, dès qu'ils ont commencé à poser la question de tiens, l'indépendance, machin, direct, au lieu d'être, j'ai interviewé pour mon documentaire. Ouais, je suis allé chez lui et tout. C'est un bon. Et donc on a parlé de ça. Et en fait, c'est ça. Par exemple, mon père, à l'époque, il avait juste fait des tags où il parlait des tags indépendantistes. Il a fait de la prison pour ça. En fait, dès qu'on nous dit prenez votre indépendance, vous allez voir, Mitterrand avait dit ça à l'époque, mais quand les gens disent d'accord, Mitterrand, on va en parler la semaine prochaine. Donc on va il y a essayer... du sale sur Mitterrand qui arrive, pardon. Et quand les gens disent on va essayer alors, et on leur dit finalement en fait, non. Cachot, tu vois. Donc Et non, mais sur le rapport aux colonies, entre guillemets, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que aujourd'hui, on a l'impression que le temps de la décolonisation est passé. Donc aujourd'hui, c'est bizarre de parler de décolonisation. On a l'impression que si les Outre-mer ne s'étaient pas décolonisés dans les années 50-60, ils ont raté le coche, quoi. C'est trop tard, entre guillemets. Là, il faut plus parler de ça. Là, c'est bon, c'est intégré. Il faut travailler à l'intégration de ces territoires d'Outre-mer qui font partie de la France, etc. etc. Et ce que je trouve intéressant sur l'approche économique, c'est j'avais fait un exposé à la fac il y a un an. Il y a un an sur les mouvements antillais qui avaient émergé, sur les figures qui avaient émergé. Et c'est vrai que ça passe par l'économique souvent, parce qu'un des gros mouvements qui avait émergé à l'époque, c'était contre les prix des trajets d'avion. Vous savez, au final, ce gars-là, il s'était grave corrompu, il a fini dans le gouvernement Sarkozy et ça avait tué le mouvement, etc. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est des gens qui ne vont pas jusqu'à la racine du problème et qui restent en surface, genre ça coûte un peu trop cher, c'est le problème des billets d'avion, c'est le problème des machins. Mais si tu vas pas à la racine du truc, c'est très compliqué en fait de proposer quelque chose sur le long terme, j'ai l'impression. Et là, j'ai l'impression que la situation se radicalise parce que le capitalisme et le colonialisme se radicalisent aussi. Ça. Donc c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord politiser les gens à un point pour les faire advenir et leur donner une culture de la victoire par ces petites luttes-là, on va dire, entre guillemets, petites luttes. Jusqu'à leur faire poser la question de l'indépendance. En fait, aujourd'hui, la stratégie qu'il y a, c'est la stratégie de la cocotte minute. Ah, tu voulais dire Non, il me regarde en souriant. Non, c'est parce que c'est par rapport à ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, il y a une stratégie de la cocotte minute dans nos territoires, c'est-à-dire que le gouvernement, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une situation de trouble, on laisse pourrir. Jusqu'à ce que les gens s'énervent. Ensuite, on diabolise les gens qui s'énervent. Et quand on les diabolise, on envoie les CRS, on remet le couvercle sur la cocotte minute et on attend que le trouble revienne, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe tout le temps. Et là, en fait, c'est juste une énième crise comme ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que derrière, ça sert, on la documente, on crée du politique, on crée aussi de la pédagogie sur ces questions, on apprend aux gens quelles sont les raisons de ces problèmes pour derrière créer quelque chose, ou est-ce que ça va être juste encore la répression puis ce sera fini puis... Et il faut faire attention parce que on parlait de Mitterrand et de l'approche économique, je suis en train de lire le livre de Thomas Deltombe sur Mitterrand et la façon dont il a été ministre pour constituer l'Empire français, pour maintenir l'Empire français au moment où il y avait des vagues de décolonisation qui apparaissaient, etc.
Et justement, il explique que l'approche que Mitterrand avait de ce qu'on va appeler plus tard le néocolonialisme, de comment est-ce qu'on maintient nos colonies, ça va être acheter la paix sociale avec l'économie. Ça veut dire, l'histoire, c'est pas... La contre-révolution. L'histoire n'est pas politique. La question, c'est pas d'avoir un État indépendant ou quoi. Non. Il dit, pour calmer ces gens-là qui se révoltent, il faut acheter la paix sociale. Il faut développer l'économie, tu vois. Et ça va être la vision de Mitterrand et qui va être corrélée par... ce qu'on appelait à l'époque les gouverneurs locaux et ça va être en gros des gros chefs d'entreprise locaux qui vont représenter les mouvements de révolte. En l'occurrence, c'est celui de Boigny en Côte d'Ivoire. Et justement, ce gars-là, comme c'est un chef d'entreprise, qu'il a ses intérêts économiques aussi, il va se détacher de le côté lutte contre l'indépendance parce qu'il avait fait abolir notamment le travail forcé. Ouais. Et il va se pencher plus en plus vers le truc de... il va collaborer avec le gouvernement français. Il va dire oui, en fait, l'économique, ça m'arrange aussi, quoi. Et c'est comme ça qu'il va trahir la cause, entre guillemets. Et ces gens-là vont juste se dire, il faut juste qu'on achète la paix sociale avec l'argent et pas avec la politique. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que polariser uniquement sur l'économie... Alors, c'est bien l'économie, c'est pour ça que je souriais. C'est que... on a compris ce que j'ai dit. Il y a 2 micros là. Non mais là c'est les stagiaires de la technique. Vous pouvez les filmer d'ailleurs, c'est des stagiaires de la technique. On les forme actuellement. Non mais attendez, ils savent pas trop. Arrangez vos micros. Dans le micro. On leur paiera une formation CPF. Alors. Et on conclut, hein. Il nous reste 2 minutes sur ça. Juste là-dessus, c'est pour ça que je disais cela. C'est vrai que c'est pour ça que je souriais. Cette question économique, et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que ce qu'il y a tout à l'heure, c'est un moyen pour faire prendre conscience aux gens, mais bien comprendre que la question est beaucoup plus profonde. Oui, il faut pousser après, bien sûr. Alors ça, c'est le Parti communiste français. Sa théorie, c'était ça. On commence par des luttes, ce qu'on appelle les luttes immédiates, la revendication immédiate, mais pas uniquement le Parti communiste français. Hein. Gramsci, c'était ça, sa technique classique. On doit commencer par les luttes immédiates, comme au niveau du quotidien, pour ensuite éveiller la conscience de classe, etc. Sauf que malheureusement, on n'arrive jamais à passer au second ordre. On n'arrive jamais à passer au second ordre parce que l'ordre colonial est tellement fort. C'est pour ça que dans les années 80, il y a des gens qui pensaient qu'il fallait utiliser d'autres moyens, on va dire. Merci beaucoup. By any means. Et juste pour dire ce que tu disais, c'est exactement ce que Netanyahou a voulu faire en Cisjordanie et qu'il a traduit par l'expression. Non pas l'indépendance, pas d'État palestinien, hein, mais une liberté, mais le bien-être économique. Oui, t'as vu. Il disait pas d'État palestinien, mais le bien-être économique. C'est dingue. Et c'est comme ça qu'il a voulu jouer. Les Israéliens ont voulu jouer Gaza contre la Cisjordanie, et ils ont laissé à un moment l'économie de la Cisjordanie se développer, de façon à ce que les gens se coupent de Gaza, les Palestiniens de Cisjordanie se coupent de Gaza, et avec une petite... Ils étaient tellement pressurisés qu'avec un petit peu plus d'aisance économique, ils disaient comme ça, ils vont oublier leurs revendications d'État palestinien. Mais c'est les mêmes combines qui sont utilisées partout. L'arc Mitterrand-Netanyahou. L'arc Mitterrand-Netanyahou. Déjà à l'époque, bien sûr. Non mais c'est dingue, ce que je dis sur Mitterrand, là, il y a des trucs de ouf. On en parle la semaine prochaine, ouais. Les amis, on dit au revoir à Samora du Moicast. Suivez sa chaîne sur Twitch. Tu streams quand? Je stream dès demain. Non, mercredi. Mais genre à quelle fréquence? Je stream tous les jours normalement. Tous les jours? À partir d'environ à partir de 16h. Ouais. Et on fait des réacts. En ce moment, on regarde des documentaires sur les Outre-mer, mais avec des trucs un peu exotisants, un peu nuls, et on critique. Ok. Tu casses, ok, c'est bien ça. À l'époque, les camarades appelaient ça la culture, le doudouisme. Oui, voilà, oui, mais c'est carrément ça, le doudouisme. Et donc on regarde des documentaires de Échappée Belle, une émission de France 5. On connaît, ouais. Ah ouais, c'est vraiment cringe. Trop bien. Allez vous abonner à la chaîne Twitch de Moicast. C'est de Moicast, hein, c'est comme ça. Le Moicast, pardon. Gros bisous le chat. Le Moicast. Au revoir et à bientôt. Tu reviens quand tu veux. Ok. Salut.